Comme l'a dit un romancier français, plus l'espérance est grande, plus la déception est violente. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Puisque ce 5 juin dernier nous fêtions l'anniversaire de ce cher Drago Malfoy, il est de ce fait évident qu'il soit à nouveau mis sur le devant de la scène. Et quoi de mieux pour le mettre en lumière que de revenir sur un des pans les plus terrifiants de sa vie d'adolescent. Allez, installez-vous confortablement, sortez vos meilleurs accessoires liés à Drago et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. C'est parti pour revenir sur le calvaire qu'a vécu Drago Malfoy lors de la mission assassine qui lui a été attribuée par le Seigneur des Ténèbres. Bon, avant toute chose, récapitulons les faits. Il faut bien comprendre qu'avant la résurrection du Seigneur des Ténèbres et surtout l'arrestation et l'incarcération de Lucius Malfoy à Azkaban en 1995, ou 95 si vous préférez, Drago Malfoy vivait véritablement sa meilleure vie. C'était un enfant aimé et choyé qui prospérait dans un environnement totalement protégé et qui, on peut le dire, avait vraiment peu de soucis à se faire dans son existence d'héritier privilégié. Mais voilà, la vie si paisible et agréable de l'héritier Malfoy prit un sacré tournant vers l'enfer lorsque la mission de récupération de la prophétie et la capture de Harry Potter au département des mystères dirigé par son père tourna au fiasco. Si Lucius Malfoy avait fait miroiter à son fils une vie bien plus belle encore que celle qu'ils avaient déjà, une vie au sommet du prestige, de la gloire et de l'autorité grâce au Seigneur des Ténèbres, il n'avait absolument pas pensé avertir Drago sur ce qui arriverait au mange-mort en disgrâce, ou autrement dit, ceux ne répondant pas ou plus aux attentes du Seigneur des Ténèbres. Et quelle erreur monumentale! Ce fut très probablement la plus grosse claque de désillusion que reçut Drago dans sa vie, et qui fit rapidement comprendre à ce dernier que son père, son plus grand modèle depuis sa naissance, était finalement complètement à côté de la plaque en ce qui concernait le Seigneur des Ténèbres et ses sombres ambitions. Passer des favoris de Lord Voldemort à des parias, ça fait mal, et devoir endosser les responsabilités d'un homme pour protéger sa mère et redorer le blason de la famille Malfoy afin que son père entre à nouveau dans les bonnes grâces du Seigneur des Ténèbres n'avait rien d'évident pour un adolescent d'à peine 16 ans. Il est normal qu'à son jeune âge et son manque évident d'expérience en la matière, Drago ne comprenait pas pleinement les tenants et les aboutissants de la mission suicide qui allait lui être demandée. Et il faut bien garder en tête qu'après l'incarcération de Lucius, Drago était en rage. Il était furieux de savoir son père à Azkaban et de voir son entourage tourner le dos à ce dernier, mais également de voir sa mère isolé, effrayé et totalement désemparé face à cette situation. Il ne voulait qu'une seule chose, se venger pour retourner la situation en sa faveur et celle de son père. Et c'est principalement pour cela qu'il accepta de recevoir la marque des ténèbres et d'accomplir pleinement la mission que Lord Voldemort lui avait attribuée, celle d'assassiner Albus Dumbledore. Si cette mission avait peut-être refroidi Drago au départ, sachez qu'il ne lui fallut pas très longtemps pour se persuader que l'école se porterait bien mieux sans le directeur de Poudlard. Il savait pertinemment qu'Albus Dumbledore représentait tout ce que son père détestait et que sa cible était en travers du chemin du Seigneur des Ténèbres. Il était de ce fait devenu évident qu'il devait se débarrasser à tout prix d'Albus Dumbledore, pour le bien de son père, de sa mère, de sa personne et bien évidemment pour remettre sa famille sur un piédestal et démontrer à tous ô combien ils avaient eu tort de s'en prendre à la famille Malfoy. Vous l'aurez compris, c'est la vengeance qui animait Drago et la colère qui l'aveuglait. Il pensait à ce stade de l'histoire, c'est-à-dire fraîchement marqué et pas encore de retour à l'école de sorcellerie, être totalement apte de pouvoir commettre un meurtre sans imaginer réellement la difficulté de cet acte et les répercussions psychologiques et physiques que cela pourrait impliquer sur sa personne. Il ne voyait pas le danger. Drago pensait pouvoir être un espion et un meurtrier hors pair. Il prépara sa mission tout l'été sous la supervision rapprochée de sa tante maternelle Bellatrix. Et sachez que Drago prit cette formation intensive très au sérieux. Il améliora drastiquement ses compétences en magie noire, notamment les sortilèges impardonnables, mais aussi ses compétences magiques défensives, en devenant capable de bloquer de nombreux maléfices de manière non verbale, d'exécuter le sortilège du Patronus sous sa forme non corporelle, et à manier à la perfection la discipline magique qu'est l'occlumencie, une compétence des plus utiles qui le sauvera à bien des égards. Et en plus de se préparer physiquement, Drago avait même échafaudé un plan des plus ingénieux pour arriver à ses fins. Ce
celui de réparer l'armoire à disparaître que Peeves l'esprit frappeur avait saccagé quelques années auparavant à Poudlard, et ce, pour y faire entrer clandestinement les Mange-Morts afin d'être assisté dans cette terrible mission qu'était l'assassinat orchestré d'Albus Dumbledore. Drago était loin d'être stupide ou incapable, et il l'a bien démontré par ce stratagème mûrement réfléchi que je vous développerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais voilà, notre cher et orgueilleux Malfoy a complètement oublié de prendre en compte un paramètre des plus importants, la dure réalité du terrain. Car il existe une grande différence entre imaginer et concevoir tous les petits détails d'un plan et l'appliquer dans la vraie vie avec ses nombreuses contraintes et événements inattendus. Sans oublier le fait que le jeune Serpentard était à des kilomètres d'imaginer les véritables motivations du Seigneur des Ténèbres et la tâche ardue qui l'attendait, celle qui ne devait pas faire de lui le bienfaiteur de son géniteur, mais plutôt celle où il incarnerait la punition ultime de ce dernier, puisque, je vous le rappelle, l'objectif n'était pas que Drago réussisse à tuer Albus Dumbledore, l'objectif était qu'il échoue et qu'il en paye de sa vie au même titre que celle de sa mère. Et c'est bien pour cela qu'il avait été exigé par le Seigneur des Ténèbres que Drago œuvre seul pour mener à bien ce qui lui avait été demandé, un élément supplémentaire montant d'un cran la difficulté de la mission de Drago. Drago devait échouer, c'était là le prix que Lucius devait payer pour ses échecs récents et qui signait la perte totale de confiance de son maître envers sa personne. Heureusement pour Lucius, sa tendre épouse était loin d'être aussi naïve que son fils. Elle avait bien compris l'enjeu de cette mission et fit tout ce qui était en son pouvoir pour protéger son fils avec l'aide de son grand ami Severus Rogue. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Revenons donc à Drago et son infiltration à Poudlard. Si au départ Drago brûlait d'envie de montrer tout ce dont il était capable pour mener à bien la requête de son maître, il a au fil du temps déchanté violemment. L'excitation toute fraîche d'infiltrer l'école en tant que mange-mort se transforma très vite en véritable angoisse lorsqu'il se rendit compte que réparer l'armoire à disparaître était bien plus compliqué qu'il ne se l'était imaginé, ce qui sema dans son être la graine du doute. L'échec de la mission se profilant tout doucement à l'horizon, l'amena à dévier ses plans pour tenter désespérément deux autres approches d'assassinat, une fois avec le collier d'opale maudit et une autre avec l'hydromel empoisonné. Ces deux tentatives infructueuses pour tuer Dumbledore qui avaient bien failli coûter la vie de façon accidentelle à deux autres personnes, mirent les nerfs de Drago à rude épreuve. Il savait pertinemment la menace qui planait au-dessus de sa tête et celle de sa famille s'il ne menait pas à bien sa mission. Et si jusqu'à présent il ne s'était absolument pas imaginé échouer puisque sa confiance en lui était alimentée par sa colère et sa frustration, ses échecs récents l'amenèrent à envisager cette sombre possibilité, ce qui augmenta terriblement le stress de Drago, l'impactant négativement. Il était littéralement en train de s'effondrer sous la panique et la pression qu'engendrait sa mission, et en devint méconnaissable. Son apparence reflétait totalement son anxiété généralisée. Sa peau était grisonnante, les poches sous ses yeux laissaient supposer son manque cruel de sommeil, et sa perte de poids mettait en évidence une certaine sous-alimentation. Pauvre Drago, il était bien loin de sa vie d'adolescent. D'ailleurs, il n'y avait pas que son apparence qui était touchée. Ses loisirs et ses centres d'intérêt avaient complètement changé eux aussi. Il faut comprendre que Drago devait impérativement économiser le temps qui lui restait pour réparer cette maudite armoire. Il n'avait absolument plus le loisir de faire ce que bon lui semblait ou les choses qui le passionnaient. Il se retira de ce fait de l'équipe de Quidditch de Serpentard, ne s'acquitta plus de ses fonctions de préfet et négligea ses études. Et socialement parlant, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Les moqueries envers le trio de Gryffondor, même si toujours bien présente et inventive, avaient drastiquement diminué, sa confiance envers Severus Rogue était enterrée et ses interactions étaient très restreintes et tournées principalement vers la progéniture d'autres mange-morts. Eh bien oui, avoir comme point commun un père en détention à Azkaban à cause de Potter, ça rapproche. Et entre fils de mange-morts, il faut bien se serrer les coudes. Plus sérieusement, cela devait avoir quelque chose de réconfortant pour Drago de savoir que quelques-uns de ses camarades vivaient à un degré moindre la même situation que lui. C'est notamment pour cela qu'il appréciait beaucoup plus la compagnie de Théodore Nott qu'à l'accoutumée. Et en ce qui concernait Crabbe et Goyle, Drago leur réserva une mission toute particulière pour qu'ils puissent mener à bien la réparation de l'armoire à disparaître et peut-être également pour se distancer quelque peu de ses deux acolytes. La mission étant de faire le guet dans le couloir à l'extérieur de la salle sur demande sous la forme d'autres élèves grâce à du polynectar. Et
Et oui, Drago était plein de ressources. Il savait qu'il ne fallait pas éveiller les soupçons, surtout avec un Potter aux aguets. Évidemment, il ne leur raconta pas l'objectif de cette mission, comme il ne la raconta finalement à personne. Et c'est après maintes efforts, beaucoup de persévérance, de larmes et de quelques rebondissements périlleux que vint le jour de la réussite de son plan. Même si, pour tout vous dire, cela ne se passa pas exactement comme il se l'était imaginé, puisque ce ne sera finalement pas de sa main que le directeur de l'école sera assassiné. Si les conditions étaient absolument parfaites pour commettre le meurtre tant attendu, Drago fut incapable de porter le coup de grâce. Et oui, il n'était pas son père. Il était beaucoup plus sensible et compatissant qu'il ne se l'imaginait, et fut même touché par la gentillesse de Dumbledore à son égard alors qu'il tentait de le tuer. Et ce fut tout en haut de cette haute tour d'astronomie que le monde de Drago s'effondra totalement. Lui qui avait toujours prôné la violence et des valeurs douteuses au même titre que son père, se retrouva incapable de tuer pour revenir dans les bonnes grâces du Seigneur des Ténèbres. Et le fait qu'il baissa sa baguette dans un moment aussi fatidique que le meurtre d'Albus Dumbledore démontra qu'il ne renonça non pas seulement à effectuer sa mission jusqu'au bout, mais aussi tout doucement à toute cette violence et l'horreur qui gravitait autour de la pseudo-défense de l'idéologie liée à la pureté du sang. Sa vision du monde et la place qu'il avait occupée jusqu'alors dans la communauté magique étaient en train de changer drastiquement, et le fait de devoir commettre un meurtre lui fit comprendre à quel point il n'était pas un sorcier de cette trempe, et surtout à quel point il serait rongé par la culpabilité de son geste à vie. Sans oublier le fait que de devenir le meurtrier d'Albus Dumbledore revenait à devenir l'ennemi numéro 1 des partisans de ce dernier. Il serait à jamais traqué et ne pourrait plus jamais aspirer à une vie paisible. Sans compter que si Harry Potter était vainqueur de cette grande bataille, il gagnerait un aller simple pour la prison des sorciers. Bref, c'était un bouleversement total pour Drago, qui signait le début d'un changement évident dans sa vie future d'adulte. Si jamais vous vous demandez comment Drago a réussi à échapper à son destin funeste, sachez que ce n'est pas exclusivement grâce à son incroyable maîtrise de l'occlumencie. C'est aussi grâce à Severus Rogue qu'il a couvert auprès du Seigneur des Ténèbres. Severus n'a pas hésité à mentir ouvertement à Lord Voldemort pour le sauver, en racontant que c'était bien Drago qui avait trouvé et exécuté le plan ingénieux de l'infiltration des Mange-Morts dans le château afin de coincer Albus Dumbledore pour que lui, Severus Rogue, puisse tuer ce dernier. C'est ce petit mensonge, cette petite altération de l'histoire qui sauva Drago. Et la suite, eh bien vous la connaissez. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos sur Drago, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant de transplaner, n'oubliez pas de lancer votre plus bel expecto patro-like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir!